avec Lexus. Le Crédit Mutuel donne le la à l'Eurovision. Bonsoir, l'Europe. Retour sur l'incroyable histoire du concours européen de la chanson, l'un des plus anciens programmes télévisés au monde. Signore e signori, buonasera. Et maintenant, place à la chanson. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining bright. Grâce à des interviews exclusives de celles et ceux qui ont commenté l'Eurovision pour la France, laissez-vous compter l'histoire hors du commun de la plus importante compétition musicale jamais organisée. Je savais que j'allais parler devant 250 millions de téléspectateurs. Moi, j'ai pris ça comme une aventure formidable. Commenter l'Eurovision, je crois que c'est le truc dont je suis le plus fier de toute ma carrière jusqu'à présent. L'Eurovision, c'est une avalanche de petites histoires qui font la grande histoire d'un événement qui, année après année, a cumulé les tubes. Il y a des évidences, il y a des chansons dont on se dit ça va marcher. Lancer des carrières internationales. Ce Grand Prix est capable d'insuffler et de créer des stars. Être vu par autant de téléspectateurs, ça n'arrive jamais dans une vie. Quand on gagne l'Eurovision, on peut quand même faire toute une vie avec. Ça a été cultissime, quoi. Comment le concours a su faire évoluer les mœurs. C'était symbolique d'une liberté d'être. C'était un super symbole pour le monde entier. Entre nostalgie et souvenirs d'enfance, revivez les plus grands moments du concours. And we are unstoppable. Au début des années 50, l'Europe, qui veut resserrer les liens entre ces pays, crée le Grand Prix Eurovision de la chanson européenne. La ville de Lugano, en Suisse, accueille la première édition du concours, suivie par 4 millions de téléspectateurs. Refrain, couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. C'est avec ces images que l'Europe découvre la première gagnante de l'Eurovision. Elle représente la Suisse et se nomme Lisa Sia. La chanteuse nous a quittés en 2018 à l'âge de 94 ans. Succès immédiat. Les débuts du concours acquièrent immédiatement l'adhésion du public dans les 10 pays d'Europe qui le diffusent. Alors moi, je fais partie d'une génération, en tout cas aux Pays-Bas, c'est peut-être différent en France, où il n'était pas très bien vu d'avoir la télévision à la maison dans des milieux, on va dire, un peu intellectuels. Mais j'avais le droit, une fois par semaine, le mardi, d'aller voir la télé dans un petit café dans mon village. Et donc, j'ai des souvenirs très précis de l'Eurovision dans la mesure où j'allais regarder ça, parce que je m'intéressais déjà à la chanson. C'était évidemment en noir et blanc. Et donc, je trouvais ça amusant. Mais j'étais môme, hein. 56, j'avais genre 12-13 ans, quoi. J'étais déjà très content d'aller au café et de boire une bière en cachette. C'était un grand show, parce qu'il y avait de la musique en direct, parce qu'il y avait les costumes, les gens qui faisaient qui avaient des beaux costumes, des belles coiffures, parce que il y avait des langues que je ne comprenais pas. C'était vraiment très bien orchestré, dans tous les sens du terme, en tant que spectacle, en tant que musique. Pour moi, ça a été comme une éducation. C'est-à-dire, ça m'a appris à voir d'autres pays, voir d'autres gens s'exprimer. Ça m'a ouvert sur l'Europe, quoi. Eh bien, je crois que maintenant, il va être l'heure de rejoindre Hilversum, en Hollande, ce charmant petit studio de Hollande. À l'époque, la technologie de l'Eurovision est encore assez balbutiement. 1958, la retransmission de la 3e édition du concours débute en plein milieu de la chanson du candidat italien, qui deviendra un standard. Au début, j'ai un souvenir que c'était vraiment des chansons qui faisaient des tubes, quoi. Ça faisait des tubes à travers toute l'Europe.
Aujourd'hui, on ne compte plus les versions de Volare, premier tube de l'Eurovision. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Repris par Dean Martin. Cliff Richard. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Je chante. Dalida qui en fait une version française. Pareil au bleu du ciel bleu. Et même David Bowie. Si le titre est un succès, son interprète ne termine qu'à la 3e place. Ce soir-là, c'est Pierre Tchernia qui commande pour la première fois le concours. Le premier d'une longue série qu'il incarnera régulièrement jusqu'en 1974. Et maintenant, c'est au tour de la France. Nous jouons la carte du charme, donc André Claveau. Il va chanter Dors mon amour, la baguette de Franck Pourcel. Dors mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comparons. Dors mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. À la fin du concours, la présentatrice de l'époque reçoit alors les résultats des votes de chaque pays directement par téléphone. Et après avoir décroché pour la 10e fois son imposant téléphone blanc, l'ultime jury départage enfin la Suisse et la France. Eh bien, c'est la France qui a gagné, et je dois dire que, en ce qui me concerne, j'en suis très heureux. La France qui gagne cette année-là pour la première fois le concours et qui l'organise donc l'année suivante. En 1959, c'est à Cannes, au Palais des Festivals, que se déroule en direct la grande soirée de l'Eurovision, présentée par Jacqueline Joubert. Et maintenant, la plus charmante des Eurovisibles, Jacqueline Joubert, pour présider au déroulement de ce gracieux concours. Bonsoir, l'Europe. Ah. J'ai le plaisir ce soir d'être l'hôtesse européenne de ce 4e Grand Prix Eurovision de la chanson européenne qui va se dérouler. Et Jacqueline, c'est la première speakerine française. C'était la voix de la France. Vous voyez que pour rapprocher les peuples, un petit refrain vaut parfois beaucoup mieux qu'un long discours. Et puis, quelle classe, quelle élégance, quelle distinction. Et quelle allure. Quelle allure. Franchement, une taille fine, vous avez vu, c'est magnifique. Vraiment, c'est très très joli. Mais il y avait moins de pays aussi. Hein. La chorégraphie bien timide de cette chanteuse danoise en 1959 n'est pas la première de l'histoire de l'Eurovision, car la danse a fait partie du concours dès la première édition. La même année, les sœurs Kessler, de magnifiques jumelles allemandes, font effet avec une véritable chorégraphie synchronisée. Dans les années 70, alors que le règlement autorise les groupes, la scène de l'Eurovision se transforme en véritable piste de danse où l'originalité est de mise. Dans les années 80, les chorégraphies s'habillent de couleur car le look compte autant que la danse. Enfin, depuis quelques années maintenant, la danse, qui connaît un véritable regain dans les sociétés européennes, assure au concours de véritables shows.
C'est vrai que depuis les années 90, voilà, il y a des mises en scène, des costumes, des peaux de bêtes, de la pyrotechnie, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses farfelues, même dans les accoutrements ou dans les chorégraphies, la façon dont les danseurs se présentent. You got me good, you got me good, and I'm not going nowhere. Pas de règles. Cabaret burlesque avec la plus célèbre des effeuilleuses, Dita Von Teese. Costumes originaux ou encore pas de danse survitaminée. Une chose est sûre, le concours de l'Eurovision a bien évolué. Et voici maintenant Jacqueline Boyer pour la 13e chanson, Tom Pilibi qui représente la France. Tom Pilibi a 2 châteaux, le premier en Écosse. Tom Pilibi a 2 châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher... Il y avait Jacqueline Boyer qui avait gagné, je crois, avec Tom Pilibi, je crois que c'était ça. Voilà, c'était ça mon premier souvenir. Alors la France avait gagné à l'Eurovision. À l'époque, elle gagnait. France, 5 points. Song number 13, 5 points. Et voilà, la France va donc l'emporter. 1960. La France remporte le concours pour la 2e fois avec la victoire de Jacqueline Boyer, qui n'est autre que la fille de la grande vedette de l'époque, Lucienne Boyer, ou l'interprète de « Parlez-moi d'amour ». Sacré Tom Pilibi. La jeune chanteuse, jusqu'alors inconnue, accède du jour au lendemain à une fulgurante popularité. Jacqueline Boyer fait le tour du monde. Partout, on réclame la petite française. C'était une espèce de loupe sur toute la scène internationale, notamment européenne, évidemment, et il faisait une tournée. En 1961, c'est donc à nouveau en France que le concours est organisé et cette fois-ci, la ville de Cannes portera chance au Luxembourg. Cette année-là, le Grand-Duché remporte la compétition pour la première fois. C'est un chanteur de charme qui le représente. La chanson gagnante de ce Grand Prix Eurovision 1961 est la chanson « Nous les amoureux ». C'est Jean-Claude Pascal qui a si bien défendu cette chanson. Nous les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Année après année, le nombre de téléspectateurs n'a de cesse d'augmenter, si bien que chaque pays participant se rêve grand gagnant du concours. Et le niveau de la compétition va augmenter d'un cran. Car pour mettre toutes leurs chances de leur côté, les pays concurrents misent de plus en plus sur les espoirs de la chanson pour tenter de remporter le fameux trophée. Ainsi, en 1962, Isabelle Aubray, qui connaît alors une petite renommée, est choisie pour représenter la France avec sa chanson « Un premier amour ». Premier amour, premier amour, ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Isabelle Aubray triomphe et remporte la compétition. La France arrive très nettement en tête avec 26 points. 6 ans plus tard, elle renouvelle sa participation et se classe 3e. Elle devient la première artiste à avoir représenté 2 fois la France au concours. Leur premier amour était si fort. Avec le triomphe d'Isabelle Aubray, le casting des candidats va devenir de plus en plus pointu.
L'année suivante, en 1963, plusieurs pays adoptent la même stratégie. Ils recrutent des candidats qui sont en passe de devenir célèbres. Dans les coulisses de l'Eurovision, on croise donc plusieurs noms maintenant bien connus. Le Luxembourg a sélectionné une jeune gloire montante pour le représenter. Il s'agit de Nana Mouskouri. À force de prier, chaque nuit, chaque jour, à force d'implorer tous les dieux de l'amour. La France, quant à elle, a confié son destin à Alain Barrière, qui vient de connaître ses premiers succès sur la scène de l'Olympia, et c'est ainsi qu'il entonne son inoubliable « Elle était si jolie ». Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie. Et le vent me disait... Aux côtés de ces deux étoiles de la chanson, Monaco a même composé que la chanteuse vient ajouter son nom à la liste des personnalités concurrentes. Comme les autres, un beau jour, tu vas me quitter. Cette année de 1963, aucun de ces illustres chanteurs ne remporte le prix. C'est seulement 2 ans plus tard que la recrue d'une idole à la tête des meilleures ventes va faire la différence. Pour le Luxembourg, poupée de cire, poupée de son. C'est France Gall, paroles et musique, et de Serge Gainsbourg. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. En 1965, France Gall a 17 ans et vient de signer un immense succès avec Sacré Charlemagne. Une chanson vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Il y a des évidences, il y a des chansons dont on se dit ça va marcher. Chacun peut me voir. C'est une très jolie jeune fille, puis c'est une chanson qui était un peu en décalage par rapport à ce qu'on voyait à l'époque, avec des paroles un peu décalées. C'était le tout, France Gall, la chanson qu'elle faisait, la musique, c'était nouveau. Qui danse sur mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Je suis une poupée de cire. Même avec le talent de Gainsbourg, dont les paroles étaient assez enfantines, tout compte fait. Enfin, c'est pas des textes recherchés, mais on ne demande pas ça pour l'Eurovision. On demande que ça balance, on demande que voilà, qu'il y ait du rythme, que ce soit mélodieux, bon, que tout ça soit un bon paquet cadeau. Je suis partout à la fois, baiser en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Si le Luxembourg a choisi en interne la jeune star, la France a quant à elle fait appel au vote du public. C'est ainsi que le titre sélectionné, écrit par Françoise Dorin, est déjà un succès en France quand il est interprété sur la scène de l'Eurovision par Guy Mardel. C'est celui que l'on aime, pour ce qui ne dit pas, qui commence un poème, mais ne le finit pas. N'avoue jamais, 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 n'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Allô, allô la France. Le représentant français ne termine que 3e.
Allô, la Belgique. Ce soir-là, c'est France Gall qui ressort grande gagnante du concours. Luxembourg. Un événement qui va véritablement propulser sa carrière, mais également déclencher plusieurs polémiques. Et une téléspectatrice a été surprise, elle, que vous n'ayez pas été assez émue à l'annonce de la victoire. Pourquoi ça? Alors, on m'a poussé sur scène comme ça, Marc tirait mon châle, on m'a poussé sur scène comme ça. C'est pour ça que c'était plutôt la surprise. J'étais très émue, mais surtout après. Impossible ce jour-là pour France Gall de répondre en toute honnêteté. En réalité, le soir de sa victoire, la chanteuse admet maintenant avoir vécu un drame absolu. Quand elle monte sur scène pour récupérer son trophée, elle doit feindre la joie. La jeune interprète est tiraillée entre deux sentiments contradictoires, alors qu'elle entretient une liaison très secrète avec une immense idole, Claude François. Durant le décompte des voix, la chanteuse l'appelle pour lui annoncer sa future victoire, et c'est à ce moment-là qu'il met fin à leur relation. Sur la scène de l'Eurovision, c'est une jeune fille bouleversée qui a beaucoup de mal à manifester sa joie. Il y a cette fameuse histoire dingue de France Gall qui gagne l'Eurovision, qui revient, à l'époque elle était en couple avec Claude François, et Claude François refuse, jaloux du fait qu'elle ait gagné et qu'elle accède à une nouvelle notoriété, refuse de la faire rentrer dans l'appartement et elle dort sur le paillasson de l'appartement de Claude François, après avoir gagné l'Eurovision. C'est une histoire dingue ça. Deuxième scandale, la star ne représente pas la France comme son prénom pourrait le laisser croire. France Gall, vous êtes française. Alors pourquoi avez-vous concouru sous les couleurs luxembourgeoises? C'est-à-dire ça, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas. Tout s'est passé derrière moi. Vous a-t-on imposé la chanson? Non, on ne me l'a pas imposé. Je l'ai choisi en accord avec le clan du Luxembourg, l'état-major du pays du Luxembourg. Ce que France Gall appelle l'état-major du Luxembourg, c'est en réalité la radio-télévision luxembourgeoise, l'un des plus grands groupes de médias francophones qui prend très au sérieux la sélection des chansons du concours. Pour la petite histoire, c'est au couple Carpentier que l'on doit la sélection de Poupées de cire, Poupées de son, la chanson écrite par leur ami Serge Gainsbourg. RTL soutenait le candidat du Luxembourg, et d'ailleurs la plupart des grands chanteurs français qu'on connaît de variété qui ont participé à l'Eurovision, c'est pas forcément pour la France, c'est parfois pour RTL. Avec le succès de la chanson, la radio-télévision luxembourgeoise réussit un véritable coup. Le 45 tours de Poupées de cire, Poupées de son est édité par une de ses filiales et il s'écoule à une cadence folle. 1 million d'exemplaires de la version française se vendent en un temps record. On mise alors sur le titre pour tenter un tube à l'international. Ça va? Oui. Je passe juste 2 minutes, là, c'est pour vous apporter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est moi en japonais. Ah, fameux. Fameux, qu'est-ce que ça donne? Watashi wa yume ni ryu chanson ningyo, ningyo, pas ningyo, ningyo. Poupées de cire, Poupées de son sera adaptée et chantée par France Gall elle-même en 5 langues. En japonais, italien, mais aussi en allemand. 14 votes. Souhaitant sans doute renouveler le succès du tube de France Gall dans les années 70 et même plus tard, les non connus ou ceux qui le deviendront se succèdent sur la scène de l'Eurovision. On ne peut pas ne pas rêver à une carrière internationale après. Mais c'est quand même, ça peut être un peu un double tranchant. Parce que les gens oublient souvent, n'oubliez pas, c'est pas un concours de chanteurs, c'est un concours de chansons. Dans la liste des stars qui ont misé sur le tremplin qu'offre le concours, Serge Lama pour la France en 1971. Le chanteur, alors en plein succès, tente de s'ouvrir au marché européen, mais il échoue à la 10e place. Je vais me marier, Marie, et vous quitter Sophie, Marianne. 2 ans plus tard, Patrick Juvet représente son pays, la Suisse, lors de la 18e édition du concours. C'est ainsi que de nombreux téléspectateurs le découvrent, 4 ans avant le succès de Où sont les femmes? À ma douce vie, je vais me marier, Roger, et vous quitter toi, Frédéric, et toi, Didier. All the kids like 10 tin soldiers in a row.
Le Royaume-Uni, quant à lui, fait appel en 1974 à celle qui se révélera 4 ans plus tard dans Grease, aux côtés de John Travolta, Olivia Newton-John. En 1977, Michel Thor défend Monaco et participe alors pour la 2e fois au concours de l'Eurovision. 11 ans plus tôt, c'est le Luxembourg qui l'avait sélectionné. Pour se trouver devant vous aujourd'hui, tous les deux nus sur une plage. Le Luxembourg collectionne les noms connus, car en 1979, c'est avec Jim Manson qu'il tente de remporter le concours. Tes yeux, je vois le reflet de toute ma vie. 1988, Gérard Lenormand embarque lui aussi pour l'aventure Eurovision. Chanteur de charme, chanteur de charme. Le chanteur tente ainsi de relancer sa carrière après un passage à vide. En 1993, c'est un jeune chanteur corse de 23 ans qui tente sa chance pour la France, Patrick Fiori. Au nom de l'amour, ce soir, c'est toi la terre d'amitié. Sa participation au concours va réellement propulser sa carrière. Enfin, en 2013, Bonnie Tyler fait son grand retour sur la scène internationale en représentant l'Angleterre. Seulement, sa renommée planétaire ne suffit pas, puisque la chanteuse ne termine sa course qu'au 19e rang sur 26 pays. Au milieu des années 60, le concours s'apparente à un gala feutré, que ce soit dans le public ou sur scène. Tenue de soirée exigée. Pour les hommes, le costume est de mise. Pour les femmes, le prestige de la compétition impose robe de soirée et création sur mesure dans la plus pure tradition du luxe de l'époque. En 1966, une femme foule pour la première fois la scène de l'Eurovision en portant un pantalon. La candidate norvégienne bouscule les codes et c'est sans doute pourquoi le réalisateur du show choisit de la cadrer au-dessus de la ceinture. Elle s'accompagne à la guitare. Alors 66, c'est donc l'époque, hippie, le post-hippie. Ah ouais, je me souviens de la chanson, très jolie. La tenue correspond tout à fait à l'époque. C'était le côté le plus pointu, quoi. Parce que le pantalon, en 66, bon, il y avait Saint-Laurent qu'on avait fait. Là, c'est la tunique et le pantalon qui est déjà plus hippie, on va dire. Et avec la guitare, c'est parfait. Elle est cool et très bien. Donc, si vous voulez, ça veut dire que la mode était là, à l'époque. La même année, c'est aussi la première fois qu'une personnalité noire est choisie pour représenter un pays européen. Millie Scott, candidate pour les Pays-Bas, est la preuve, s'il en fallait une, que le concours de l'Eurovision reflète l'évolution de la société. Wacht nog even, want ze komt voor mij uit San Antonio. Impossible ainsi pour la compétition de passer à côté du mouvement culturel mondial qui émerge alors, le courant hippie. En 1967, Sandy Shaw, candidate anglaise, inaugure en fanfare la tendance à l'Eurovision. Avant-gardiste de la mode Peace and Love, elle se produit pieds nus sur la scène du concours. Mais
Sandy Shaw avec les pieds nus, ça voulait dire une façon d'être, ça veut dire une façon de vivre, une façon de s'habiller, dans un endroit pareil aussi, en fin de compte, on va dire, cérémonial et solennel et tout, c'était symbolique d'une liberté d'être et de jeunesse. C'était le témoin, en fin de compte, de ce qui se passait dans la société. C'était vraiment une réelle connexion avec l'actualité. Like a puppet on a string. Sandy Shaw fait sensation. Elle remporte le concours et devient une star internationale. As-tu décidé à parler d'amour puisque tu me... Sa chanson est reprise dans plus de 30 langues. Pour la version francophone, c'est Sandy en personne qui assure le show. Aujourd'hui, elle est âgée de plus de 70 ans et elle compte plus de 200 versions de son titre. En 69, le chanteur et futur commentateur de l'Eurovision, Dave, participe aux sélections pour les Pays-Bas. Quand on me l'a proposé en 1969, c'est-à-dire aux Pays-Bas, j'étais surpris. Et donc, j'ai participé aux présélections avec plein d'autres chanteurs. Niets gaat zo snel als het geluk dat je vergeet je lief en je leed. Il y avait donc des gens qui votaient, des spécialistes. Et les premières 3 personnes qui ont voté pour moi. Les 9 autres chanteurs sont venus vers moi. Bravo, tu as gagné, etc. Eh bien non, les 7 autres ont voté pour quelqu'un d'autre. Parmi les autres candidats ce soir-là, la France est représentée par Frida Bocara. Cette année marque à jamais l'histoire du concours en raison d'une situation des plus inattendues. Donc, si vous voulez, nous recommençons de nouveau. Espagne, s'il vous plaît. Allô, Espagne. D'accord. Hein, d'accord? D'accord. Bien. On recommence, c'est du début. Je crois qu'on a rarement eu un tel suspense. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, 1 vote. And that completes the voting of the Finnish jury. Eh bien voilà, nous arrivons à cette solution absolument extraordinaire. Dans la salle, le public est sous le choc. 4 pays sortent vainqueurs ex aequo de la compétition. La France, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni. Un événement cocasse, comme en témoigne la réaction de la présentatrice. Qu'est-ce que je fais avec le prix? Il faut simplement donner les 4 parce qu'il y a 4 gagnants. 4 gagnants? Donc j'appelle les 4 gagnants sur le scénario. Bon. Seulement à l'époque, le règlement est clair. En cas d'égalité, les ex aequo se partagent le prix. Pierre Tiernia, qui commente le concours, conclut alors avec une phrase pleine de bon sens. Et maintenant, l'UR devra décider aussi où se passera l'an prochain le 15e festival de l'Eurovision de la chanson. Dès le lendemain, la presse relaie cet événement étonnant. Et c'est un tirage au sort qui décide que le concours aura lieu en 1970 à Amsterdam, où le nombre de pays participants chute de 16 à 12, car beaucoup sont mécontents du système de vote en cours. Au début des années 70, le concours fait également peau neuve et offre des innovations majeures. Le règlement évolue. En 1971, pour la première fois, on autorise les groupes. Le nombre de personnes acceptées sur la scène est alors fixé à 6 personnes. Si vous êtes un chanteur, vous avez le droit d'avoir derrière 5 choristes. Ou si vous voulez avoir des chorégraphies, vous n'avez le droit qu'à 5 danseurs. Si vous êtes un groupe de 5 personnes, vous avez le droit d'avoir une personne cachée derrière ou une personne sur scène un peu sur le côté. Et il faut évidemment que la chanson ne dépasse pas 3 minutes, voilà, qu'elle soit bien calibrée, pas 1 minute de plus, sinon c'est coupé. You're the summer that rose in you.
Une évolution qui permettra bientôt de donner une nouvelle dimension à la compétition avec la victoire prochaine de 4 fameux Suédois. 1970, c'est aussi l'apparition de la grande tradition des cartes postales. Une petite innovation cette année, chacun des 12 candidats serait présenté par un petit film. Ces petits films qui présentent le pays où le candidat avant sa prestation n'ont plus jamais quitté le concours. Et leurs inaugurations font apparaître des noms maintenant bien connus. On y découvre Henri Dess pour représenter la Suisse, mais aussi un jeune footballeur espagnol qui se lance dans la chanson, Julio Iglesias. En personnifiant les candidats, le concours s'humanise et séduit également un nouveau public. Alors moi, à l'époque, je regardais l'Eurovision avec Télépoche dans les mains. C'était l'hebdomadaire télé qu'on avait à la maison. On pouvait noter carrément sur le magazine les points pour chaque candidat. On suivait l'émission tout en donnant en famille les points à tous les candidats. Donc c'était comme un jeu à la maison, tous devant le poste, de savoir qui serait au plus près, évidemment, du classement final. Dès lors, ce qui plaît au public de l'Eurovision, ce sont des ballades francophones. Des chansons formatées qui garantissent à leurs interprètes toujours féminines un succès international. Durant 3 années de suite, l'histoire se répète. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Monaco a gagné le Grand Prix Eurovision de la chanson 1971. En 1971, la chanteuse Séverine acquiert une renommée mondiale en remportant le concours pour Monaco. En quelques semaines seulement, elle fait le tour du monde avec une chanson d'amour très Eurovision. Être à l'Eurovision ne veut pas dire faire une bonne chanson, ça veut dire faire une chanson style Eurovision. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai même participé à un jury qui devait élire la chanson qui devait représenter la France. Et je dois dire que j'entendais autour de moi souvent des « Ah non, non, ça fait pas Eurovision, ça c'est... Non, 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 ça allait très très bien, mais ça va pas marcher ». Je m'apercevais que les représentants de l'Eurovision et les représentants de TF1 à l'époque savaient exactement ce qu'était une chanson qui devait faire l'Eurovision. Tu vas m'oublier. En 1972, c'est encore une ballade style Eurovision qui fait gagner haut la main Vicky Leandros, représentante du Luxembourg. Son titre se classe numéro 1 en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg ainsi qu'en Norvège. La chanteuse réussit un véritable tour de force. En 1972, elle est l'interprète qui a vendu le plus de disques à travers le monde. Jamais 203. En 1973, Anne-Marie David, toujours pour le Luxembourg, connaît elle aussi un immense succès avec une ballade romantique. Mais l'année suivante, un groupe va changer la donne. Y a pas de mal à se faire du bien. La vie c'est du cinéma qu'on ne regarde qu'une fois. 1974. Alors que le 19e concours Eurovision de la chanson se prépare à Brighton en Angleterre, la chanteuse Dany a été choisie pour représenter la France avec cette chanson. Pas de mal, tu sais, à se faire du bien. La 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 ya. Seulement quelques jours avant le début du show, un événement d'importance majeure va venir bouleverser tous les plans de la chanteuse. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. 2 avril 1974, c'est la mort de Georges Pompidou, donc journée de deuil national. Et bien évidemment, la France a retiré sa participation à l'Eurovision.
Et donc, la pauvre Dany, qu'on avait vue pendant des semaines et des semaines, et qu'on entendait chanter sur les ondes, préparer sa chanson, et qui s'attendait à participer au concours Eurovision, en raison du décès du président de la République, paf, sa prestation a été annulée. Peut-être que ça l'aurait aidé dans la poursuite de sa carrière, et ça n'a pas été le cas. L'année suivante, Dany retente sa chance pour représenter la France à l'Eurovision avec une chanson écrite et composée par son ami Serge Gainsbourg. Mais la direction d'Antenne 2 juge les paroles. Face à la situation exceptionnelle, le RTF décide tout de même de retransmettre le concours une semaine plus tard. Que nous n'avons pu vous présenter samedi dernier en direct du fait de la journée de deuil national. Il faut dire que l'édition 1974 marque un tournant dans l'histoire de l'Eurovision. Pour la première fois, les participants peuvent chanter dans la langue qu'ils souhaitent. 5 pays, tous issus de l'Europe du Nord, vont user de cette nouvelle liberté et préférer l'anglais à leur langue natale. It's like that twinkling in your eyes. My heart at Waterloo, Napoleon did surrender. Oh yeah, and I have met my destiny in quite a similar way. Le groupe sélectionné par la Suède opte lui aussi pour l'anglais. Il va marquer toute une génération avec sa chanson qui va devenir un hymne de l'Eurovision, Waterloo. À l'issue de leur prestation, ABBA décroche non seulement le prix de l'Eurovision, mais accède également à une popularité fulgurante. En quelques semaines seulement, leur chanson devient numéro 1 à l'échelle internationale, et c'est le début d'un phénomène. Ils ont complètement explosé grâce à l'Eurovision. Ils ont été connus, ils étaient déjà un peu connus, mais là ils ont explosé littéralement. Donc ils sont capables, ce Grand Prix est capable d'insuffler et de créer des stars. Quand on sait qu'ensuite ils ont continué et qu'à ce jour, ils ont vendu près de 375 millions d'albums dans le monde, vous vous rendez compte ? Ça a été cultissime, quoi. Je veux dire, en Suède, il y a un musée à ABBA, d'ailleurs. On peut karaoké sur leurs chansons et tout, se faire filmer. Je l'ai fait. Dans les années 70, ABBA devient le groupe ayant vendu le plus de disques au monde et lance l'ère du disco. Gentlemen, it's time for the first song in this Eurovision Song Contest. L'année suivante, le concours est au cœur du phénomène disco, comme en témoigne le look, Colp et la tarte, et pas de def des candidats. Jenny, Jenny, live your life and live it now. Nothing will change what had to be done. It just Ainsi, en 1975, c'est un groupe néerlandais dans cette tendance qui remporte le concours, les Tichin. La France est 4e, si je ne me trompe pas. Les premiers gagnants qui sont marqués sont évidemment par pur chauvinisme, pour ne pas dire patriotisme, les Hollandais. C'est évident. There will be no sorrow when you sing tomorrow and you walk along with your ding ding dong. Ding a dong every hour when you pick a flower, even when your lover is gone, gone, gone. Ding a dong, listen to it, maybe it's a big hit, even when your lover is gone, gone, gone. Sing ding ding dong. When you're feeling alright, everything is uptight. Try to sing a song that goes ding ding dong, and the world looks sunny. Everyone is funny when they sing a song that goes ding ding dong, ding a dong every hour. When you pick a flower, even when your lover is gone, gone, gone. Ding a dong, listen to it, maybe it's a big hit, even when your lover is gone, gone, gone. Sing ding ding dong. L'année d'après, le disco triomphe toujours, avec la victoire d'un groupe anglais, 2 garçons, 2 filles à nouveau, les Brotherhood of Men.
back for more. Kisses for me, save all your kisses for me. So long, honey, so long. Le groupe britannique a battu la France de peu. Catherine Ferry, accompagnée par son petit ami, Daniel Balavoine, qui n'en est qu'à ses débuts et tient la place de choriste, aurait pu l'emporter. Sa chanson 1, 2, 3, choisie pour représenter la France, s'est classée en 2e position. Je t'aime, jouer, jouer, musicien. Enchante-moi, magicien. Tourne, tourne dans ma tête à voix. Fais briller les yeux des enfants rois. Fais-moi rêver comédien. Chante dans ce balafin. Dans la ronde folle, entraînez-moi. Donnez-moi l'amour et la joie. C'est le grand moment, c'est le supplice. Avant de désigner celui ou celle qui va représenter la France au Grand Prix de l'Eurovision au début du mois d'avril en Angleterre à Wembley. 6 mars 1977, Michel Drucker reçoit dans son émission hebdomadaire, Les Rendez-vous du dimanche, les 6 artistes en lice pour représenter la France au prochain concours de l'Eurovision. Je me lance. L'oiseau et l'enfant. Marie-Myriam. Oui, elle pleure de joie. Vous n'y attendez pas, hein? Ça va mieux? Ça va? Bon, parce que ce qui vous attend maintenant, c'est encore plus difficile. Hein? À l'époque, la carrière de Marie-Myriam en est à ses tout débuts. Elle n'a sorti qu'un 45 tours, intitulé Ma Colombe, qui n'a pas réellement trouvé son public. Pour autant, dans 2 mois, la chanteuse débutante sera seule pour défendre la France devant des centaines de millions de téléspectateurs. C'est un vrai rôle d'ambassadeur. Faut supporter quand même d'être regardé par des centaines de millions de téléspectateurs. C'est là où ils sont très forts quand même, tous les chanteurs qui se produisent sur scène. D'imaginer qu'à un moment de ta vie, il y a plus de 100 millions de personnes qui vont te regarder. Voilà. Et que tu défends un pays. Faut être fort quand même. Le soir du concours, Marie-Myriam est la dernière candidate à se présenter sur la grande scène. Elle s'apprête à fêter ses 20 ans. Et pour se démarquer, la jeune fille s'offre l'audace de démarrer sa chanson a cappella. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. France, 10 points. La France, 10 fois. Durant le décompte, Marie-Myriam peine à y croire. Son destin est en train de basculer. Ladies and gentlemen, the winner of the Eurovision Song Contest for 1977 is France. 77, j'ai 14 ans, je suis devant le poste, la France gagne. C'est forcément une chanson qu'on retient, qu'on connaît tous par cœur, on la voit émue, pleurer. Oui, c'est celle-là qui m'a forcément le plus marqué. Ces images sont devenues cultes pour les Français qui savourent alors leur dernière victoire. Alors Marie-Myriam, voilà, qui aujourd'hui chante de moins en moins à la télé, mais que personne n'a oublié, qui reste l'icône de l'Eurovision, indétrônable pour la France. Dès lors, Marie-Myriam devient une véritable star en France. Sur tous les plateaux télé, on réclame sa chanson. Je vous remets ce disque d'or qui sanctionne 500 000 disques vendus, et je crois que vous êtes bien au-delà maintenant. Alors Marie-Myriam, 20 ans, gagner le concours d'Eurovision, c'est formidable. Ouais. On est fiers quand même, hein. La France a gagné, chaque fois que la France gagne, on est content. Elle a eu des grosses larmes, hein. Quand on gagne l'Eurovision, on peut quand même faire toute une vie avec, parce que Marie-Myriam, c'est le cas. Et Marie-Myriam, qui est pour moi un peu sous-estimée, c'est une des plus belles voix de la chanson française. Elle chante vraiment bien. Et c'est dommage d'être réduite à une chanson. Mais en même temps, ça le fait vivre.
Cette victoire de Marie-Myriam, c'est aussi une victoire de TF1 dans une certaine mesure. Le pays qui a remporté le prix une année l'organise l'année suivante. C'est donc la France et TF1 qui organiseront en 1978, au mois d'avril, le Grand Prix de l'Eurovision 1978. Le 22 avril 1978, des millions de téléspectateurs suivront en direct la cérémonie qui sera présentée pour la première fois par un duo. Les deux personnalités les plus populaires du petit écran ont été recrutées, Denise Fabre et Léon Zitrone. Eh bien, c'était une décision de la chaîne. Bon, une immense fierté, évidemment, mais c'est un immense stress. Et là, je savais que j'allais parler quand même devant 250 millions de téléspectateurs et Léon Zitrone. Voilà, donc il y avait les deux à gérer, voyez-vous. Et ça, c'était pas facile. Je me suis mariée 8 jours avant le Grand Prix Eurovision. Donc en fait, j'avais 2 événements à gérer et l'un était beaucoup plus fort évidemment que l'autre, c'est-à-dire mon mariage. Ça a évidemment tempéré un petit peu quand même cet immense stress pour l'Eurovision. Il faut quand même que je vous raconte une petite anecdote. Mon mari me dit « Je suis pas sûre d'être là au début, donc j'aimerais bien que tu me montres ta robe, la robe qui a été choisie. » Il a tellement insisté que je l'ai mise et à ce moment-là, au moment de remonter la fermeture éclair, c'était un vendredi soir, elle s'est complètement cassée, donc elle n'a plus du tout marché. On a dû mettre plein d'épingles derrière pour la maintenir. Il est 20h30, je vais rentrer en scène et j'ai cette robe quand même. Il fallait faire très très attention aussi de ne pas me montrer de dos. Et je me souviens, la musique commence, le trac qui vous envahit, vous avez la salle et comble. Léon qui était là, bon, elle venait, mais bon, je sentais bien qu'il avait quand même moins le trac que moi. Et là, il faut dire aussi que c'est une question de convention. C'est toujours l'homme qui dominait, c'est-à-dire c'est lui qui rentrait, c'était lui la star, c'était lui la vedette. Et là, pour la première fois, c'est une femme qui s'est avancée la première et c'est la femme qui était en vedette. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Paris. Elle vous sera présentée par l'une des personnalités les plus populaires. Je veux parler de Léon Zitrone. Il parlait plusieurs langues et on avait décidé qu'on le ferait en français et en anglais. C'est tout. Mais bon, lui, peut-être sentant que j'ai entré en premier, s'est dit hop. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir. Meine Damen und Herren, guten Abend. Señoras y señores, muy buenas noches. Señoras y señores, buonasera. J'étais déjà dans les choux. Léon qui rageait certainement un petit peu quand même de savoir que j'étais rentrée en premier. Il y avait eu une ovation, c'était très très bien passé. Il a magistralement repris la main. Merci. Tout d'un coup, les choses avaient repris leur place et c'est lui qui dominait là. The live broadcast of the Eurovision song. Et maintenant, place à la chanson. Depuis la scène du Palais des Congrès de Paris, l'édition 1978 est remportée par Israël, marquant sa toute première victoire au concours. La chanson est intégralement interprétée en hébreu, langue nationale, comme l'impose la nouvelle règle en vigueur depuis 2 ans. Fort de cette victoire, la chanson sera reprise en français par Rika Zaraï. C'est le langage des enfants pour se mettre à l'abri de grands. C'est une langue bien à eux, tout comme un code mystérieux. Mars 1979, direction Jérusalem pour cette 24e édition du concours. Pour la première fois, la compétition se tient dans une ville située en dehors du continent européen. Il s'agit ce soir-là d'une 2e victoire consécutive pour Israël.
Alléluia remporte un immense succès commercial partout en Europe et sera repris en France, une fois de plus, par Rick Azaray. Alléluia, des millions d'Alléluia pour une chanson. Alléluia, donne un peu de toi, alors ce beau jour viendra. Alléluia. En 1978, la France inspire une autre première. Cette année-là, c'est aussi l'inauguration d'un artifice scénique qui va faire école. Irene Schier, candidate allemande, utilise un effet vestimentaire. Oh, c'est bien mignon comme effet, c'est très mignon. C'est gentillet, quoi. Maintenant, on a l'habitude à beaucoup plus d'extravagance. Mais enfin, c'est vrai que c'était un effet gratuit quand même, parce qu'elle avait, à mon avis, c'est pas qu'elle avait trop chaud pour chanter et tout. Bon, c'est très mignon, mais c'est un début. Mais c'est possible que ça a pu influencer, après, d'autres à faire des effets scéniques, quoi. Mais elle avait une robe très, pas trop décolletée, c'était parfait. Mais c'est vrai que le seul fait de laisser tomber sa veste, tout le monde a retenu son souffle. Mais ça, c'est plutôt assez drôle, ces effets-là. Après, il y avait eu l'accélération de faire des choses de plus en plus spectaculaires. En 1981, la clé de la réussite de ce groupe anglais qui remporte le trophée n'est autre qu'un effet vestimentaire très remarqué. En 1985, c'est la présentatrice suédoise qui s'essaie à l'exercice. Dans les années 2000, ce rouage scénique bien connu des podiums est au cœur de très nombreuses prestations. Les candidats usent, parfois abusent, de leurs costumes pour séduire. Et il faut croire que la recette fonctionne. En 2002, la candidate lettonne remporte la victoire en présentant une avalanche d'effets vestimentaires. Si le battement des ailes de la Biélorussie est très remarqué ce soir-là, il n'aura d'effet papillon que sur la 9e place. En 1980, Patrick Sabatier embarque pour La Haye, aux Pays-Bas. C'est là qu'aura lieu la 25e édition du concours de l'Eurovision qu'il commentera en direct pour le public français. Moi, je commençais à la télévision depuis quelques années et c'était TF1 public. Je crois que j'étais un des plus jeunes présentateurs ou commentateurs de l'Eurovision. Et moi, j'ai pris ça comme une aventure formidable. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Au micro de TF1, Patrick Sabatier qui vous souhaite la bienvenue aux Pays-Bas. Votre humble serviteur, que vous ne pouvez pas voir, mais qui se trouve dans la cabine des commentateurs avec 40 confrères. Cette année-là, Patrick Sabatier assiste à la présentation de la chanson du Luxembourg, chanson qui va vite rentrer dans les annales du concours. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin s'ennuie sur la banquise. En 1980, à La Haye, il y a le papa pingouin avec 2 jumelles. Alors franchement, c'était une chanson très simple, très enfantine, et qui a eu son succès. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin s'ennuie sur la banquise. C'était une bonne mélodie, des paroles qui se retiennent, évidemment, enfin comme toutes les bonnes chansons. Ça venait bien dans ce que les gens avaient envie d'entendre à un moment donné. C'était
presque désuète. Des pingouins et des moulins ne servent plus à rien. Et pourquoi papa aller là-bas? Ici la vie est belle. Bien que Sophie et Magali ne terminent qu'à la 9e place, leur chanson marque les esprits. Dès le lendemain de la compétition, le single du titre s'écoule à 1 million d'exemplaires. Je suis arrivé sur RTL, j'avais 17 ans le jour où j'ai parlé dans un micro pour la première fois. Je me moquais du fameux Papa Pingouin que chantaient les jumelles qui représentaient le Luxembourg, qui était un choix de RTL et qui donc était multidiffusé sur l'antenne de notre radio ici à nous en France. Donc voilà, tout ça faisait que ça avait beaucoup d'impact. Seulement, avec le succès de cette chanson désuète, de plus en plus de Français commencent à dénigrer le concours. L'Eurovision est jugé vieillot, kitsch, pour ne pas dire ringard. Il faut dire qu'au début des années 80, beaucoup de candidats se distinguent par leur look bien dans l'époque. On assiste à une avalanche de tenues qui riment rarement avec chic, mais plutôt avec kitsch. Et ça commençait à être le kitschissime, la façon de s'habiller. C'était à hurler de rire. On a beaucoup ri et des souvenirs de différentes tenues, ça va des pingouins jusqu'aux canaris. Je pense que c'est une émission qui devait être basée sur la chanson, mais c'est quand même du visuel puisqu'on est à la télévision. Mais quand c'est vraiment trop extravagant, on oublie peut-être un peu la chanson. Sie setzen jeden Abend eine Maske auf. C'est un concours qui est snobé par une certaine intelligentsia qui trouve que voilà, c'est quelque chose de beaucoup trop populaire et voilà, et de pas assez intello. 1981, le concours de l'Eurovision se déroule en plein milieu de la campagne présidentielle. En 1981, je me souviens très bien d'être allé à Dublin pour commenter cette session de l'Eurovision. Je savais déjà à l'époque que je n'en ferais pas carrière. En France, la cérémonie passe totalement inaperçue. Seuls peu de téléspectateurs français se souviennent de leur représentant, Jean Gabilou. 12 points. France, 12 points. Le candidat français atteint pourtant une place honorable. Il se classe 3e. Vous me parlez de 1981, vous me parlez que je commente l'Eurovision, vous me parlez de Jean Gabilou, et heureusement de vous m'en parler, parce que moi je l'ai complètement oublié ça. Jean Gabilou. Il aurait pu être le dernier candidat français à l'Eurovision, car l'année suivante, TF1, chaîne publique, raye le concours de sa grille des programmes, sous prétexte que la compétition n'est pas assez culturelle. Seulement, le retrait français fait polémique. Les téléspectateurs regrettent le choix de TF1 et réclament le retour de l'Eurovision qui aura lieu sur Antenne 2 en 1983 avec l'indétrônable Léon Zitrone, toujours aux commentaires. Corinne Hermès, l'interprète que nous avons vu tellement tendu durant l'heure et demie qu'a duré le vote. C'est là que les Français retrouvent leur programme fétiche où Corinne Hermès triomphe pour le Luxembourg. La chanteuse inscrit son nom à la liste des gagnantes francophones. Une liste de plus en plus longue où seul un pays francophone manque à l'appel, la Belgique, bien décidée à prendre sa revanche. Pour cela, le pays s'inspire de la candidate italienne de 1964. À l'époque, Gigliola Cinquetti remporte l'Eurovision pour l'Italie en signant un véritable tube alors qu'elle n'a que 16 ans. Per uscire sola con te, se tu vorrai, aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Depuis sa création, le concours a plutôt tendance à couronner les concurrents tout juste sortis de l'adolescence.
Ainsi, la Belgique décide d'adopter la même stratégie et de tenter sa chance avec une très jeune chanteuse encore collégienne, Sandra Kim. Ils ont retrouvé la lumière, ouh, la liberté. Ohé, ohé, capitaine. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as commencé à chanter. J'ai commencé à chanter dès l'âge de 7 ans. Je faisais des petits concours de quartier où j'étais toujours première. Durant des mois, la jeune fille est entraînée en véritable challenger. J'ai appris par l'école qu'on t'avait donné un petit surnom pour l'Eurovision. Il t'appelle Belgium One Pint. Oui. Et pourquoi? Je n'en sais rien parce que toutes les années, la Belgique a toujours un point, 2 points, alors on m'appelle toujours comme ça. J'essaye de faire mieux. Pour tenter de séduire le maximum de public européen, une version anglaise de son titre est enregistrée. Eh bien, nous serons quelques centaines de milliers de supporters du nord et du sud de la Belgique à regretter de ne pas nous trouver en Norvège, à Bergen, pour applaudir notre brillante représentante. Ainsi à Bergen, en Suède, où ont lieu les répétitions, la victoire belge semble enfin possible. L'âge moyen des participants cette année est particulièrement jeune. Et parmi les plus jeunes, voici Sandra Kim qui nous interprète « J'aime la vie ». Je vois des gens couper le dos, comme si la vie marquait 0. Moi j'ai 15 ans et... Seulement si Sandra Kim affirme dans sa chanson avoir 15 ans, la vérité est tout autre. Elle semblait très jeune et elle était encore plus jeune qu'on ne croyait. C'est-à-dire tout le monde annonçait 15-16 ans et en vérité elle en avait 13. Tu t'attendais à gagner? Non. Non? Vraiment? Un peu. Mais la jeunesse de Sandra Kim interpelle. Pour certains, 13 ans, c'est trop jeune pour supporter la pression de l'Eurovision. Ce n'est pas parce que la France fête le bicentenaire de sa révolution qu'elle en oublie l'Eurovision. Bien au contraire, elle est courageusement représentée par Nathalie Pack, la Benjamine de l'histoire de ce concours de la chanson. Je pourrais pas vous dire mon âge, j'aurais pas écrire mon nom. J'ai volé la vie, oui. Encore plus jeune, la France et Israël décident d'envoyer en 1989 des candidats âgés respectivement de 11 et 12 ans. Après ces prestations, le règlement change et fixe l'âge minimum des participants au concours à 16 ans. Sandra Kim restera ainsi à jamais la plus jeune gagnante de l'Eurovision. En 1988, la Suisse organise elle aussi ses sélections au cours desquelles une chanteuse québécoise va marquer l'histoire du concours européen. Maintenant pour la Suisse romande, Céline Dion. La jeune chanteuse est alors âgée de 20 ans et si elle est connue au Québec et en France, son manager a pour elle des ambitions internationales. L'Eurovision, ça a lancé des carrières énormes pour les tout premiers chanteurs qui l'ont remporté. Il y a plein d'artistes qui, je pense, ont eu une carrière qui a explosé après avoir participé et encore plus après avoir gagné. René Angelil, le manager et futur mari de Céline, veut partir à la conquête des États-Unis. C'est pour séduire les investisseurs américains qu'il mise sur le potentiel de sa chanteuse à remporter toutes les étapes du concours. La chanson qui a gagné, c'est la chanson interprétée par Céline Dion. Je vais faire tout mon possible, de mon mieux surtout, pour représenter le mieux possible la Suisse en Irlande. Merci beaucoup. C'est ainsi que le 30 avril 1988, on découvre dans les cartes postales qui présentent les candidats Céline Dion, ambassadrice de la Suisse. Céline Dion n'a peur de rien et elle est toute étonnée. Céline Dion, québécoise, ce concours pour la Suisse. C'était une sorte de mondialisation avant l'heure. Parmi les autres candidates, la représentante d'Israël à qui une voyante avait prédit que sa 9e place dans la compétition lui porterait chance. Mais suite à la disqualification de Chypre, l'ordre de passage a été bousculé. La 9e place est désormais occupée par Céline Dion. Céline Dion, je ne pensais pas du tout qu'elle allait faire la carrière extraordinaire qu'elle a faite, en tout cas physiquement.
Elle était habillée pseudo-mode, avec les épaules un peu larges et tout. Elle n'était pas une déesse, elle est devenue par la suite beaucoup plus belle, quoi, on va dire. Mais sa voix était... On pouvait pas passer outre, quoi. C'était trop une voix et une belle chanson. Eh bien, jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est la plus grosse ovation du concours. Mais rien n'est joué. La carte postale du Luxembourg laisse entrevoir une autre chanteuse à voix et une adversaire de taille. Lara Fabian, une petite jeune fille de 18 ans, toute fragile et sensible, va représenter le Grand-Duché. Quand on a l'amour en nous. 10 points. Et pour le Luxembourg, 12 points. Luxembourg, 12 points. Les deux chanteuses sont au coude à coude, comme le souligne Lionel Cassan, qui assure les commentaires pour la télévision française. Lara est sur le point de défaillir. Royaume-Uni, 8 points. Seulement, vote après vote, le candidat anglais réussit une incroyable remontée. Si bien qu'à l'issue du dernier vote, il est donné gagnant devant Céline. Royaume-Uni, 12 points. Le maximum 12 points. pour United Kingdom, 12 points. And Switzerland. La Suisse. Le dernier vote sera décisif. Seul cet ultime appel sera en mesure de désigner un vainqueur. Je dois vous dire que nous avons recruté Agatha Christie pour le scénario. Switzerland, 6 points. 6 points pour la Suisse. Norway, 10 points. Le Yougoslavie joue avec l'honneur. 10 points. And finally, France. Oui. La victoire de la Suisse. Céline Dion, nous l'avons vu tout à l'heure, n'y croyait plus. Et la voici en larmes, cette petite Québécoise que la France connaît bien. À l'issue d'un suspense rare dans l'histoire de la compétition, Céline Dion se qualifie avec seulement 1 point d'écart. C'était une voix exceptionnelle, avec une belle grande chanson. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être elle qui a fait devenir la chanson grande, en fin de compte. Ce titre qui l'a fait gagner a disparu depuis des années du tour de chant de Céline, mais son succès convainc les investisseurs américains. La Suisse, ça m'a donné la chance de signer un contrat aussi avec une très grande maison de disques américaine. Puis je vais commencer les enregistrements de mon premier disque en anglais la semaine prochaine. Et ça va être une sortie de disque mondial. Et vraiment, je suis vraiment très excitée, puis je suis très contente. Vraiment. Bravo! Qui pouvait penser qu'elle allait faire la carrière qu'elle a faite, sûrement pas moi en tout cas. Voilà, la France, Joël Ursule, que vous voyez, donc invité de notre émission ce matin, avec Serge Gainsbourg. 1990. Pour tenter de renouer avec la victoire, la France décide de miser sur la diversité. Joël Ursule, d'origine créole et ex-membre de Zouk Machine, est choisi pour la représenter avec un hymne à la France multiracial, écrit par un auteur habitué du concours, Serge Gainsbourg. Il y a des millions de gens qui vont te voir. Bouge! À l'évidence, inspiré par sa sculpturale muse, le grand Serge voit juste. White and Black devient un tube en France avant même d'être présenté sur la scène de l'Eurovision. Domine pas. Faut la perfection. Vous êtes assaillis par les photographes et par les caméras. Mais oui, c'est normal, c'est la première fois qu'il voit une noire représenter la France. Le soir de la compétition, la chanson de Joël Ursule qui sort du répertoire classique de l'Eurovision va séduire le public.
Mais la chanteuse voit sa victoire lui échapper de peu. Elle ne se classe qu'en 2e position. Danse balance sur le white blues and black. L'année suivante, à nouveau la France fait le choix de mettre en avant sa diversité. Pour représenter l'Hexagone, c'est une chanteuse franco-tunisienne qui a été contactée, Amina. Amina, 29 ans, le symbole d'un doux mélange. Même si elle refuse d'être le symbole exclusif des potes des SOS Racisme. C'est tout un symbole de l'évolution de la chanson et on peut dire de la culture de notre pays. Que ce soit une jeune fille maghrébine qui nous est représentée à l'Eurovision, c'est formidable. Pour mettre toutes les chances de son côté, la France choisit également une icône de sa culture pour habiller la candidate, le couturier Jean-Paul Gaultier. Je l'avais habillée avec un costume d'homme un peu décolleté et tout, c'était assez joli, elle était magnifique. Auteure-interprète, elle a elle-même composé la chanson qu'elle présentera lors de la compétition. C'est une chanson en forme de dicton. Il y a un côté un peu poétique et un côté un peu politique. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, tous les gens vivent à 100 à l'heure et personne ne va chercher l'information où elle est. Un thème pertinent qui résonne encore 30 ans plus tard. Elle avait une magnifique chanson et on s'est rendu compte dès le départ que Amina pouvait gagner. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Dans ta maison, c'est celle qui m'a donné un nom, qui a raison. De toute façon. Succès. Les pays votants sont séduits par sa prestation. Durant le décompte, elle fait jeu égal avec la grande favorite du concours, qui représente la Suède, Carola. Ainsi, à l'issue du dernier vote, les deux chanteuses obtiennent le même score. 12 points. La France est ex aequo avec la Suède. Je me suis dit, égalité, donc ça y est, on a gagné. Pas du tout. Là, c'est une nouvelle mesure. On est tombé en plein dans cette nouvelle mesure. Quand il y a des égalités, on compte le nombre de 12 points. Et si jamais il y a aussi égalité avec les 12 points, ce qui est vraiment la loose, on compte le nombre de 10 points, le nombre de 10 points. Voilà, qui a eu le plus de 10 points dans le score. Et nous avons 5 fois pour la Suède 10 points et 2 fois pour la France. Ce soir-là, cette nouvelle règle surprend et agace les Français, à l'image de la réaction du commentateur Léon Zitrone. C'est un point de règlement dont j'avoue que je ne le connaissais pas. Mais cela nous aurait fait plaisir qu'Amina gagne. Je trouve que cette nouvelle teinte donnée à la chanson française, eh bien ce n'est pas mal du tout. Eh bien Carola, vous avez gagné, c'est bien. Ainsi, c'est Carola qui avait eu le plus de 10 points qui remporte le concours. Mais la France est déçue. Voilà le premier prix qu'Amina aurait pu gagner. Disons que j'ai trouvé ça comme une injustice. À partir du moment où elles avaient le même nombre de points, il n'y avait pas de raison de les partager de cette façon-là. Donc voilà, ça a été la Suède. Et après, les revenus, eh ben, c'est bien fait, elle n'a pas gagné. Il faut les revenus des années après. Voilà. On prend alors conscience que l'ordre des choses est en train de changer à l'Eurovision. Certains commencent à y voir une dimension géopolitique. 1998. Dans les coulisses du concours de l'Eurovision, toutes les conversations tournent autour du même sujet, la participation de la concurrente israélienne, Dana International. Israël avait envoyé Dana International, qui était un transsexuel, et qui avait cassé les codes et avait fait évoluer la mentalité. Dana International est la première artiste transsexuelle à participer au concours. Et si elle est déjà une star dans son pays, ce choix déplaît fortement aux conservateurs et groupements religieux orthodoxes. Quelques jours avant le début du concours, Dana reçoit des menaces de mort que les organisateurs prennent très au sérieux. La chanteuse fait alors l'objet d'une sécurité rapprochée. J'ai eu la chance d'habiller plusieurs fois différents candidats, mais Dana, ça a été assez extraordinaire. C'est elle qui m'a contacté. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée superbe, j'étais ravi de le faire, etc. Et puis, ils m'ont fait entendre la chanson. Et pour être très sincère, quand j'ai entendu la chanson, je me suis dit, oh, c'est pas avec ça qu'elle va gagner. Bon, mais je l'ai fait quand même parce que j'étais sous le charme de Dana et de son tempérament et sa personnalité, quoi. En
En Angleterre, à Birmingham, où se déroule la cérémonie cette année-là, la compétition fait l'objet d'une grande innovation qui va complètement révolutionner le concours. Et c'est la première fois que le public votait, je crois. Ça, c'est très important. Désormais, ce sont les appels téléphoniques des téléspectateurs qui décident du nombre de points qu'attribuera leur pays lors du décompte. Un changement qui va s'avérer être un avantage considérable pour la candidate israélienne. Elle arrive et là, elle n'était pas dans ma robe. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais furax. On va dire une chose, j'étais furax. Bon, j'ai quand même voté pour elle. Viva Maria, viva Victoria, Aphrodita. Viva la diva, viva Victoria. Et puis après, je me souviens qu'arrivent les votes et tout. Israël. Et on la voyait derrière et tous les points qui montaient, qui montaient, qui montaient, qui montaient, qui montaient. 12 points goes to Croatia. Et puis ça y est, elle gagne, alors applaudissements et tout. Et puis elle disparaît. Les jeux sont faits puisque c'est Dana International qui remporte ce 43e concours Eurovision de la chanson. Évidemment, quand elle est arrivée après, elle était avec la tenue qu'elle devait avoir. J'ai su après pourquoi. Avec le micro, les plumes faisaient un bruit quand elle chantait. Et après, enfin, elle s'en foutait. Elle se dit, je mets quand même la robe et je chante comme ça. Et maintenant, je risque plus de ne pas gagner, quoi. C'est une grande première. Elle a très bien incarné et fait une nouvelle étape, d'ailleurs, dans, justement, pas le transgenre, puisqu'elle, elle n'est pas trans. D'ailleurs, est-ce qu'elle l'est, Dana, trans? Réellement? Ah, point d'interrogation, il y a toujours un mystère qui plane. Hein. Je connais la réponse, mais je vous le dirai pas. Dana ouvre une nouvelle voie. Les années qui suivent sa participation, la scène de l'Eurovision devient le théâtre des revendications en faveur de la cause gay, lesbienne ou transsexuelle. Quand on sait qu'une émission va être regardée par des centaines de millions de personnes, il est évident que ça peut pousser certaines personnes à s'en servir de cette émission pour crier sur les toits leurs problèmes. Donc je le conçois, je le comprends, mais je le regrette un peu parce que c'est une fête. Je pense que c'est pas le lieu, mais c'est peut-être grâce à ça que certaines choses progressent. En 2002, c'est la participation d'un trio de travestis slovènes qui avait créé le scandale. Dans leur pays, certains s'étaient émus de l'image que le groupe renverrait aux autres participants européens. L'Eurovision, c'est aussi le reflet de la société. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on ait de plus en plus souvent des candidats qui soient ou homosexuels ou parfois, pourquoi pas, transsexuels et qui revendiquent une certaine forme de tolérance. Mais c'est pas 100% des candidats, c'est comme au loto. Voilà, 100% des chanteurs sont pas homosexuels. Qu'il y ait 2 ou 3 candidats comme ça sur la quarantaine qui se présentent, je trouve ça logique, quoi. C'est juste représentatif de l'ensemble de la population. En 2003, le duo féminin russe Tattoo donne des sueurs froides aux organisateurs du concours, comme en témoigne le commentaire de Laurent Ruquier en compagnie d'Isabelle Mergo pour les téléspectateurs français. Les candidats suivants, vous savez qui c'est? Les tatous! Eh oui, tout le monde attend les tatous avec impatience. Nous réserve des petites surprises peut-être. Alors il paraît, la presse racontait qu'elle réservait un scandale pour l'Eurovision parce qu'elles s'embrassaient dans leur clip. Elle, on savait, parce qu'on avait déjà parlé avant, dans la presse, qu'effectivement, à un moment donné, elle s'embrassait et que c'était un hymne à l'homosexualité féminine, en tout cas, et que ça pourrait peut-être choquer certains jurés un peu partout dans le monde, et particulièrement, évidemment, dans les pays de l'Est ou en Russie, où on sait que c'est pas toujours bienvenu. Finalement, le baiser n'aura pas lieu, car les candidates russes ont été mises au pas. Un baiser disqualifierait leur pays. L'organisation du concours a été sensible aux menaces de certains diffuseurs. Si les 2 chanteuses s'embrassent sur scène, ils pourraient couper la diffusion. En 2013 à nouveau, des pays menacent de couper la diffusion du concours pour le final d'un autre numéro.
La Finlande avait fait une chanson sur le mariage homosexuel qui venait d'être adopté chez eux, en provoquant un énorme débat comme ça avait été le cas en France. Et à la fin de la chanson, la chanteuse embrassait sur la bouche sa danseuse. Certains pays avaient dit on ne diffusera pas, on coupera à ce moment-là l'image. Voilà, ils l'ont jamais fait. L'émission est plus forte et vous pouvez pas couper une chanson comme ça. Tous les pays regardent le même programme au même moment. C'est ça qui fait la force aussi de ce concours et c'est ça qui fait sa force, tant au niveau de la fête qu'au niveau des mentalités et au niveau politique. En 2006, l'Eurovision va mettre à l'honneur d'incroyables personnages qui feront perdre son latin à Michel Drucker. Voici maintenant la Finlande. C'est du hard rock monstrueux. Attention les humeurs. Alors que le groupe finlandais Lordi entame sa chanson sur la scène de l'Eurovision, ils sont nombreux à ne pas y croire. Hard rock, alléluia, c'est frais, c'est léger, c'est printanier, c'est sobre. Ils seront aux eaux de Vincennes à la rentrée. Seulement ce soir-là, à la surprise générale, Lordi remporte non seulement le trophée, mais la Finlande établit également un record en cumulant 292 points. Bravo pour ce show fabuleux qui va être remporté par du hard rock. Attention. Je me souviens très très bien de Michel Drucker au bord de l'apoplexie. Monsieur Drucker avait dit qu'il ne risquait pas de gagner. La Finlande, 8 points. Finlande, 8 points. Bon, bien, j'ai l'impression que les carottes sont cuites, non? Finlande. Oh non. Oh non. La Finlande, 7 points. Oh là là. Oh là là. 274. Eh ben, il s'est retrouvé bien bête à la fin quand les Lordi avaient gagné. Donc, ben voilà, la Finlande va gagner l'Eurovision. Voilà, ils sont contents. Je sais plus. À ce stade-là, je sais plus. Je trouve qu'il n'a pas critiqué la chanson. Il a dit, moi, je suis dépassé. Une façon de dire, écoutez, ça vous plaît, mais moi, personnellement, je ne sais pas si j'aurais dit quelque chose de différent. J'aurais dit, c'est un choix audacieux. Vous connaissez ma manière élégante de dire les choses. Le lendemain, la conférence de presse que tient Lordi est très attendue. We are the winners. Avec cette victoire surprenante, l'ère du buzz est bel et bien lancée sur la scène de l'Eurovision. Le marketing commençait, je trouve, son apparition à l'Eurovision. Pour tenter de remporter le trophée, les différentes délégations tentent d'attirer de plus en plus l'attention des médias en choisissant des candidats capables de buzzer. C'est vrai que parfois ça fait un peu cours des miracles, hein, quand même. On se dit, où on est tombé? Éléphants, tout vont venir, les animaux de la basse-cour, on va avoir droit à tout, je crois. On avait des coiffures improbables qui étaient habillées avec des couleurs dans tous les sens. L'année d'avant, un chanteur ténor qui était déguisé en Dracula avec une longue robe. Tout est permis, tout est bon, tout est acceptable. Après, c'est, on va dire, à l'initiative de chaque chaîne d'avoir du culot pour oser présenter des candidats qui vont peut-être choquer. Par exemple, en 2012, la participation de 6 mamies russes en costume traditionnel est tellement relayée dans les journaux qu'elles sont placées favorites du concours, bien qu'elles ne terminent qu'en 2e position. Les mamies russes, cette année-là, c'était les stars. Ça a fait un buzz incroyable. Avant même la compétition, tout le monde les attendait. À un moment, là, les vieilles dames russes qui chantaient toutes ensemble et en tenue folklorique. C'est très beau, en plus. Le fait qu'il y ait certains qui mettent en valeur leurs propres origines, c'est assez beau. C'était des mamies qui chantaient de la dance. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle gagne. En 2014, c'est sans doute l'un des plus grands buzz qu'ait connu l'Eurovision qui se joue avec la participation de la candidate autrichienne, Conchita Wurst. Il y avait quand même un doute sur la réaction qu'allaient avoir certains pays par rapport au fait d'envoyer une femme à barbe et un symbole un peu fort comme celui-ci. On savait quand même qu'il y avait des menaces, notamment de la Russie, comme quoi il valait mieux pas se présenter, il fallait pas voter pour quelqu'un comme ça, etc. Il y en a même qui avaient, je crois, menacé de pas diffuser la chanson parce qu'ils trouvaient que c'était scandaleux de faire ça. Et du coup, c'était un événement aussi bien pour le buzz, mais aussi c'était un joli symbole pour l'évolution des mentalités. Et c'est ça qui a fonctionné. Ainsi, le soir de la grande finale, son arrivée est très attendue. Tous les pays, tous les téléspectateurs, je pense, qui étaient devant la télé, attendaient Conchita Wurst parce qu'ils en avaient entendu parler, quoi qu'il arrive dans leur pays.
Le petit doute qu'on avait sur certains pays qui pouvaient être choqués par le fait que ce soit une femme à barbe et qui risquait de pas voter pour elle, très vite on s'est dit que ça allait passer. Elle avait la voix sublissime qui fait qu'elle a convaincu tout le monde. Donc comme quoi, la musique adoucit les mœurs. Austria. Austria. Go to Austria. 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 Conchita. Austria. Et au fur et à mesure du décompte, on la voyait se tenir le ventre, être mais vraiment mais pliée en deux et pleurer, enfin voilà, être complètement liquéfiée. Génial, voilà, c'est Cathy à Vienne. C'est la nouvelle mode en Autriche. Austria is in the lead. Et voilà, il n'est plus possible maintenant qu'un autre pays rattrape l'Autriche. C'est Conchita Wurst qui remporte l'Eurovision. Quoi qu'il se passe. Bravo à Conchita, c'est un beau message de tolérance pour l'Europe entière. Et c'était touchant parce que c'est un vrai combat que mène ce garçon qui est caché derrière Conchita Wurst. C'est quelqu'un qui a subi des brimades, qui s'est pris des tonnes de mauvaises choses dans la tête sur les réseaux sociaux, etc. Et ce jour-là, il avait sa victoire. Donc ça a été d'autant plus une double victoire aussi, ou triple victoire. Enfin, c'était un grand moment à la fois joyeux et extraordinaire et émouvant. Et je me souviens surtout quand il est monté sur scène et qu'il a saisi le trophée de l'Eurovision et qu'il a dit « Voilà, on pourra jamais nous arrêter ». C'était un super symbole pour le monde entier. Ce soir-là marque le début du phénomène Conchita Wurst. Depuis la victoire d'ABBA, l'Eurovision n'avait plus connu un tel engouement pour son vainqueur. En un temps record, Conchita devient une star planétaire. Demandée à travers le monde, elle devient le symbole de la cause homosexuelle. Elle défile pour Jean-Paul Gaultier, témoigne au Parlement européen, squatte les tapis rouges et publie même son autobiographie à 26 ans seulement. La France, quant à elle, n'a pas gagné le concours depuis plus de 30 ans. Et il faut dire que depuis des années, le pays tente tous les styles pour renouer avec la victoire. On se souvient par exemple de Sébastien Tellier en 2008, dont la participation aurait pu changer la donne. Alors lui, c'était bien, c'était quelqu'un de bien et pointu qu'on avait, mais ça a totalement foiré. Il ne termine qu'à une triste 19e place sur 25. Et rien n'y fait, même la participation d'un grand nom de la chanson internationale connu comme Patricia Cass. Un grand coup de printemps et de longs matins clairs. La chanteuse termine tout de même 8e. S'il fallait pour te plaire. Et la France continue sa chute vertigineuse avec les Twin Twins, qui parachèvent le malheureux palmarès du pays en terminant à la toute dernière place. « 2015, le concours fête ses 60 ans. Pour marquer l'événement, les portes de l'Eurovision s'ouvrent à un invité exceptionnel. L'Australie est invitée. C'est l'invité qui n'est pas dans l'Europe pour ce 60e anniversaire de l'Eurovision. La compétition est très populaire auprès du public australien. Le pays diffuse le show chaque année depuis 1983. Pour sa première participation, l'Australie intègre directement le top 5. L'invitation sera reconduite les années suivantes. En 2016, pour la première fois, à l'instar de la mi-temps du Super Bowl, les organisateurs de l'Eurovision mettent à l'honneur pendant les votes un show de quelques minutes d'une star internationale.
3 ans plus tard, Madonna sera aussi l'invitée d'honneur. À Stockholm, en 2016, la France se reprend à espérer. Je suis très fier de vous représenter. Ça va pas être facile parce que la concurrence est d'un très très haut niveau. Finaliste de The Voice, il arrive sur la scène de l'Eurovision avec un morceau composé pour l'occasion. Je crois que j'ai toujours aimé les compétitions. Bien évidemment que j'ai dit oui et je me suis tout de suite senti dans la peau d'un sportif qui va défendre son pays. Pour la première fois depuis sa création, la finale de l'Eurovision est diffusée en Chine et aux États-Unis. 350 millions de téléspectateurs dans le monde vont devoir départager les 26 pays, dont la France, avec Amir. C'est un moment très fort. C'est vrai que j'ai envie de défendre les couleurs de la France quand je suis en train de commenter dans ma petite cahute. Et on sait que tout le pays nous écoute, que c'est un moment, un pic où là... Oui, on est lyrique. Cet instant, sortir ses tripes, quoi. Et j'ai senti que je l'ai fait. Je suis sorti lessivé de scène. J'étais épuisé, mais en même temps très soulagé parce qu'à partir de là, tout est entre les mains du public. Pour la première fois, le vote pour départager les candidats se fait en 2 épisodes. D'abord, le vote des jurys professionnels. Et pour encourager Amir, Élodie Gossuin n'hésitera pas à donner de la voix. Avant le vote du public, la France est sur le podium. Le fait d'être 3e du jury professionnel, c'est très encourageant. Peut-être pas forcément dans l'idée que maintenant on peut gagner ou pas, parce que tout reste très 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 ouvert et le public peut tout chambouler. Avec le vote du public, le concours de l'Eurovision va rester fidèle à sa longue histoire en bouleversant tous les pronostics. The country that got the 9th high score with 109 points is... C'est là que je fais tous les calculs dans ma tête. C'était vraiment un cours de maths ce moment-là. Il fallait voir quelles sont les chances des autres de nous rattraper. J'ai compris que j'allais pas terminer premier, c'est sûr. Et je me suis vu, je crois, entre la 5e et la 9e place. Amir arrive à une très belle 6e place et c'est finalement Jamala, la candidate ukrainienne, qui remporte l'Eurovision 2016. Un garçon comme Amir, il a prouvé qu'on pouvait faire un succès et un tube à l'Eurovision. Il a montré qu'au fond, il avait d'une certaine manière gagné. Après son passage à l'Eurovision, Amir devient un phénomène qui enchaîne les tubes. Grâce à Amir, la France reconsidère ce concours qu'elle avait un petit peu boudé faute de succès. Un jour lassé de cette errance, En 2017, c'est Alma qui représente la France à Kiev en Ukraine. encore même quand nous ne tournerons plus. Amir et Alma se connaissent depuis longtemps. Ils chantent ensemble Requiem, le titre que va interpréter la jeune chanteuse pour l'Eurovision de 2017. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. On se retrouve tous les deux, des artistes qui s'apprécient, qui se connaissent. Ça m'a donné envie de la soutenir encore plus, de lui donner tous les conseils que je peux. Et j'essaye de lui apporter ce que j'ai pu, moi, apprendre dans ma petite expérience. Alma termine le concours en 12e position sur 26. Ce soir-là, c'est le Portugal qui remporte pour la première fois l'Eurovision. Salvador Sobral, qui chante en portugais, se place premier à la fois dans les votes du jury et dans les votes des téléspectateurs. Il émeut le public et obtient un score de 758 points, un record jamais atteint dans l'histoire de la compétition. Não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que... Gravement malade, le jeune homme de 28 ans sera greffé du cœur quelques mois après sa victoire. O meu coração pode amar pelos dois. Aujourd'hui, il se porte bien et a repris sa carrière.
En 2018, la France est représentée par un duo. Un couple à la ville comme à la scène. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. La chanson écrite et composée par Madame Monsieur s'inspire d'une histoire vraie. Celle d'une enfant nigériane, prénommée Merci, à laquelle sa mère a donné naissance sur le navire Aquarius, peu de temps après avoir été sauvée de la noyade. Merci, 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 je vais bien, merci. La chanson émeut le public, mais n'atteint que la 13e place. Ce soir-là, Netta offre une 4e victoire à Israël. Beaucoup de spectateurs se sont reconnus dans sa chanson qui parle de justice sociale et du réveil du pouvoir des femmes, le tout enrobé dans une ambiance festive. En 2019, Bilal Hassani remporte les sélections nationales et part pour Tel Aviv défendre les couleurs de l'Hexagone, mais n'arrivera qu'à la 16e position. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. 2020 marque l'histoire du concours, contre toute attente, et pour la première fois, la compétition ne verra jamais le jour en raison de l'épidémie mondiale du coronavirus. Le comédien et chanteur Tom Leb aurait dû succéder à Bilal Hassani. Sa chanson « Mon allié » avait été dévoilée du haut de la Tour Eiffel. Tous les moyens avaient été mis en œuvre pour séduire le public. Cette annulation est une vraie déception pour les fans. Mais qu'ils se rassurent, la grande histoire de l'Eurovision n'a pas fini de s'écrire. You are the best in me. Nous sommes toujours là avec vous pour clôturer cette grande soirée de l'Eurovision 2020. Alors Dave, vous avez pu voir dans le documentaire, merci Dave d'être resté avec nous, on a pu voir que l'Eurovision vous suit depuis votre tendre enfance, que vous la regardiez déjà dans un bar alors que vous n'étiez qu'enfant. C'est vrai cette histoire? Oui, tout à fait. J'avais 13 ans ou 14 ans, 57, oui, avant de m'admettre, j'avais peut-être juste 14 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque,